Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 17 mars et dans 3 jours, c'est le printemps. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Il y a 5 ans, nous rentrions dans un confinement et la planète entière vivait une crise sanitaire sans précédent. Comment avons-nous vécu cette période et qu'est-ce que cela a changé dans nos comportements? Eh bien, nous allons voir cela avec un sociologue. Le musée océanographique a organisé une grande journée de recrutement dans le but de renforcer ses équipes pour la saison estivale. La Roca Team s'est inclinée en demi-finale de Coupe de France de basket face au Mans, une équipe qui ne lui a réussi décidément pas. Le spécialiste auto du journal L'Équipe sera avec nous pour décortiquer le premier Grand Prix de F1 de la saison qui s'est déroulé ce dimanche en Australie avec la victoire de Lando Norris et la 8e place de Charles Leclerc. Retour sur une conférence dans l'amphithéâtre du CHPG organisée par l'association Sœurs de Route au profit de la lutte contre la sclérose en plaques. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo a organisé un concert aux Bougies au Théâtre Princesse Grace. Beethoven et Schoenberg étaient au programme. Et enfin, dans votre rubrique Ceux qui font Monaco, la présentation de la société de livraison Itin. Comme je vous l'ai dit dans les titres, il y a 5 ans, nous nous confinions en principauté. Un rappel historique. Le premier cas sur le territoire monégasque est détecté le 28 février 2020. Le gouvernement décide la fermeture à partir du 15 mars des lieux recevant du public non essentiel à la vie du pays. 2 jours plus tard, le 17 mars, dans une allocution, le prince Albert II annonce le renforcement du confinement en vigueur depuis la veille. Et nous sommes partis à ce moment-là pour 47 jours de confinement. Sur Monaco Info, nous avons continué à vous informer quotidiennement. 5 ans plus tard, quels souvenirs gardez-vous de cette période si atypique? Nous vous avons posé la question. Ah, l'horreur. Non, mais oui, qu'on ne pouvait pas bouger, qu'on ne pouvait pas parler aux gens, qu'on ne pouvait pas aller visiter... je ne pouvais pas aller visiter ma mère qui vit à Menton. Mon frère, il était dans la Vaucluse. On ne s'est pas vu pendant plus d'1 an. C'était assez horrible. Je suis très très reconnaissante qu'on a retrouvé notre liberté, quoi. Le meilleur qui soit, parce que la planète était calme. La société relaxe, relativisée, on revenait à l'essentiel. On a été enfermés, tout simplement. C'est incroyable, ça a servi à rien en plus, maintenant avec du recul. Bon, moi personnellement j'ai travaillé, donc ça allait. Et les gens oublient, on a oublié. Ce côté-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Le calme et la sérénité et le retour de la nature dans la ville. Au final, je pense que je reste positive parce que moi, cette période-là, elle ne m'a pas particulièrement dérangée. J'étais étudiante à ce moment-là, donc s'il n'y avait pas eu ce Covid et que je n'étais pas rentrée chez mes parents, au final, j'aurais été dans un 9 mètres carrés. Donc finalement, pas si mal. Après, j'étais aussi jeune, donc je ne m'en suis pas vraiment rendu compte au niveau des impacts vraiment importants. Mais non, franchement, ça va. Je n'en garde pas forcément des mauvais souvenirs. Et nous avons repris par la suite le cours de nos vies. Cette parenthèse de près de 50 jours a-t-elle eu un impact sur nos comportements et sur le futur? Pour répondre à cette question, avec nous un sociologue, directeur de Sociovision, filiale du groupe IFOP, Rémi Oudguiri, bonsoir. Bonsoir. Cela fait 5 ans maintenant. Qu'est-ce que la Covid a changé concrètement dans nos vies? Bien, je pense que déjà, ça a changé notre rapport au temps, c'est-à-dire qu'on est sorti du Covid avec un rapport plus angoissé au futur. Et donc, la conséquence, c'est qu'on valorise davantage le temps présent. On est beaucoup plus attentif à ce qu'on fait aujourd'hui parce que le futur est totalement imprévisible. Mais ce qui a changé également, c'est notre rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de choses de chez nous qu'on le faisait avant. Alors, il y a ceux qui ont le privilège de pouvoir travailler de chez eux. C'est en France 1/3 de la population active. Et puis, on fait, par exemple, on utilise beaucoup plus les plateformes vidéo qu'avant, les loisirs en ligne. On achète aussi beaucoup de chez soi, donc on se déplace moins. Ça, c'est un deuxième changement notable. Et puis, il y a un autre changement aussi qu'on a observé, c'est dans le travail en général, au-delà du télétravail, ce qu'on observe, c'est que de même qu'il y a un changement du rapport à l'avenir, où on a moins envie de se sacrifier pour l'avenir, mais on a moins envie de se sacrifier pour son travail, parce qu'on veut profiter du temps présent. Et donc, il y a un mouvement qui s'est enclenché depuis 5 ans maintenant, qui continue, où les demandes dans les entreprises, c'est d'avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, par exemple. Finalement, ça a eu une bonne chose, ça a eu un bon impact, cette crise sanitaire, si je vous écoute. Alors, là, je vous ai évidemment décrit le bon côté des choses. Après, il y a aussi des conséquences qu'on commence à voir, en particulier chez les jeunes. La jeune génération souffre en particulier, alors pas toute la jeune génération, mais une partie des jeunes ont été quand même assez
bousculés dans leur rapport quotidien, dans leur rapport simplement à la vie, parce qu'ils étaient dans leur moment de formation. Et donc, la problématique de la santé mentale est devenue une problématique de santé publique essentielle. Donc, ça a quand même créé des règlements qui se traduisent sur le plan psychologique par plus de fragilité. Et certains rapports même pointent des fragilités qui peuvent être dangereuses pour la santé. Entre la solidarité et l'indifférence, qu'est-ce qui a pris le pas sur l'autre depuis 5 ans, selon vous ? Alors ça, c'est une bonne question parce que pendant les différents confinements auxquels on a été exposés, on a beaucoup imaginé que le monde d'après serait un monde plus solidaire, plus responsable, davantage tourné vers l'autre. On avait envie, en tout cas, d'y croire. On célébrait les infirmières, par exemple, chaque soir. Voilà, on célébrait les invisibles qui faisaient tenir la société. Je dirais que là, ça n'a pas fondamentalement changé les choses. C'est-à-dire que on ne voit pas de grand élan solidaire, on ne voit pas, par exemple, plus de gens qui sont impliqués dans les associations. On ne voit pas non plus moins de gens, si vous voulez. Donc, sur le plan collectif, ça n'a pas fait bouger les lignes. Ce qu'on observe quand même dans la durée, c'est des gens qui se replient sur leur sphère personnelle et qui essayent en famille, entre amis, de s'entraider, bien évidemment, mais sans faire l'étape de l'engagement collectif. Alors, il y a eu à l'époque des attitudes étranges. On perdait un peu la tête, il faut le reconnaître. On se signait nos propres autorisations de sortie, par exemple. Est-ce que l'on est redevenu, entre guillemets, normaux ? Alors, je pense que oui, on est redevenu normaux, on a goûté la liberté. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Alors, on le voit notamment dans le rapport à la santé qui a changé. C'est qu'on est davantage dans le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on le voit très très bien, nous, quand on regarde. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que le Covid avait complètement ébranlé le système de santé, ou plus exactement qu'il avait révélé les failles du système de santé. Et ils en ont tiré comme conclusion qu'il fallait désormais se prendre en main soi-même. Et donc, on voit monter la proportion de gens qui font de l'exercice physique, par exemple, la proportion de gens qui consultent des professionnels de santé. On voit les gens surveiller leur alimentation. Donc, on est, si vous voulez, ça a quand même engendré une société de la protection. Alors, vous l'avez évoqué, mais 5 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé ? On est retombé dans le monde d'avant ou on est finalement dans le monde d'après ? C'est le monde d'après ressemble au monde d'avant, mais la particularité de ce que nous vivons depuis quelques années, c'est une forme d'accélération. C'est comme si désormais, là où il y avait quand même un espace de répit entre une crise et l'autre, désormais on a l'impression que les crises se succèdent les unes après les autres. Pour conclure, où est passée notre insouciance ? Est-ce qu'on l'a perdue en 2020 finalement ? Alors, je pense qu'on a clairement perdu notre insouciance au plan public, collectif, politique. D'ailleurs, regardez un pays comme la France aujourd'hui, la force des extrêmes. Or, le poids des extrêmes est un indicateur justement d'insécurité et d'angoisse. En revanche, je pense qu'à l'échelle individuelle, on retrouve des poches d'insouciance. C'est-à-dire qu'en fait, désormais, tout se passe à l'échelle de la sphère amicale, de la sphère familiale. Et là, je pense que se réinvente peut-être, là, si j'essaye d'avoir un peu une note optimiste pour le futur, je pense que là se réinvente du lien entre gens qui se connaissent, entre gens qui se côtoient, entre gens qui se croisent au jour le jour, et qui réinvente des formes d'entraide et de proximité. Peut-être qu'il y a là quelque chose, un germe positif pour le futur, en tout cas qui nous emmène vers un futur meilleur. Allez, on se quitte avec cette note positive. Alors Rémi Oudguiri, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et nous reviendrons vendredi dans votre après-JT sur cette crise sanitaire et les 47 jours de confinement à Monaco. Chaque 17 mars, l'Irlande, et même plus largement le monde entier, célèbre la Saint-Patrick, une fête en l'honneur du saint patron du pays. Symbole d'identité irlandaise, la fête a pris une dimension internationale avec des défilés grandioses, des bâtiments illuminés en vert et des festivités marquées par la musique traditionnelle et la bière. Je vous propose d'écouter la directrice de la librairie irlandaise, Princesse Grace. L'origine de la fête est bien sûr religieuse et ça c'est parce que le Saint Patrick, il est venu en Irlande, en fait captivé d'Angleterre et il a passé plusieurs ans sur une montagne et il a trouvé Dieu.
Donc, il est revenu, il est parti et il est revenu comme prêtre pour, comment dire, expliquer aux gens le fait que le trèfle représente Dieu, son Fils et l'Esprit. On est très honorés de continuer la tradition ici et il y aura le souverain qui nous soutient aussi pour la Saint-Patrick tous les ans. On va accueillir tout le monde pour un concert pour le grand public. Donc nous avons le groupe traditionnel et il s'appelle le Dublin. Donc c'est un mot anglais, ça veut dire un lac sombre. Et ça, c'est le nom du Dublin. Il vient de Dublin, donc nous sommes ravis de les accueillir aujourd'hui. Sachez que nous reviendrons plus en détail sur les relations qu'entretiennent la Principauté et l'Irlande à l'occasion de la venue de l'ambassadeur d'Irlande en France et à Monaco dans notre prochaine édition. Une grande journée de recrutement s'est déroulée au musée océanographique en fin de semaine dernière. L'objectif, renforcer les équipes pour la saison estivale à venir. Le reportage de Christine Petit et Lionel Bernardi. Plus d'une vingtaine de postes à pourvoir au musée océanographique cet été, allant des agents d'accueil aux assistants comptables, en passant par des vendeurs, caissiers, animateurs et techniciens. Dès 10h vendredi matin, de nombreux candidats étaient au rendez-vous dans la grande salle du musée, parmi lesquels Vincent, très désireux de pourvoir un poste au service animation. Je suis monégasque, j'ai toujours grandi à Monaco, j'ai toujours été près de la mer et j'ai fait de la plongée, j'ai toujours interagi avec ce milieu. J'ai toujours aimé partager mon savoir, partager ma passion pour l'océan au plus de gens possible et je pense que c'est ce qui me convient le mieux. Si plusieurs emplois sont saisonniers, le musée océanographique offre également des opportunités en CDI, attirant ainsi des profils variés. Déborah, une jeune femme anglaise, espère quant à elle pourvoir un poste saisonnier qui se transformera, qui sait, en emploi à temps plein. C'est une passion de travailler même à Monaco, mais même dans cet endroit avec tous les animaux. C'est plutôt à la hôtesse de caisse ou dans la boutique pour rejoindre le sentiment avec les gens qui ont fait la visite. Donc c'est pour vendre le produit après, pour garder la mémoire qu'ils avaient souvenirs dans nos journées. Durant cette journée, les responsables des différents services ont pu rencontrer plus de 150 candidats lors d'entretiens individuels. Les réponses aux candidatures seront communiquées dans une quinzaine de jours. La Rocca Team recevait Le Mans hier pour le compte des demi-finales de Coupe de France. Les hommes de Vassilis Spanoulis ont longtemps tenu bon avant de s'écrouler dans le dernier quart-temps. Les Monégasques, pourtant favoris, quittent la compétition au même stade que l'an passé. Récit de Gaëtan Lebrun et Julien Laugier. Un mois après une première déconvenue face au Mans en finale de la Leaders Cup, les Monégasques n'ont pas réussi à prendre leur revanche ce dimanche sur leur parquet. Mal embarqué dès l'entame de match, avec un retard de 14 points dans le premier quart-temps. La Rocca Team a pourtant montré de belles choses dans les deuxième et troisième quart-temps, en revenant au score et en passant devant le Mans avant la dernière reprise. Mais à l'image d'un Mike James peu inspiré offensivement, auteur de 14 points hier, bien en dessous de ses standards, les Monégasques ont pris l'eau en début de quatrième reprise et n'ont jamais su faire leur retard. Ils s'inclinent une nouvelle fois aux portes de la finale. Une nouvelle défaite face au Mans, vue comme un échec par les joueurs et qui doit servir de remise en question. C'est un peu à l'image de notre saison. On arrive à sortir des matchs où on fait un basket défensivement offensivement qui est incroyable. Et on a certains matchs où on se perd, on a l'impression de ne pas se reconnaître. Et je pense que notre inconstance, on l'a vu sur ce match. Ça s'est révélé clairement. Quand on joue comme il faut, on gère le match et ça se passe bien. Et quand on se relâche un petit peu, quand on a quelques absences, tout de suite le Mans en profite. Et déjà félicitations à eux, parce que ce qu'ils ont fait, il faut donner du crédit malgré tout à ça. Et nous, clairement, il faut qu'on se pose les bonnes questions et savoir si on a envie de faire quelque chose cette année ou pas, parce que le temps il passe, les trophées on rate certains trophées, on en a raté 2 déjà. Il en reste potentiellement 2, donc à nous d'aller les chercher. Mam Jaité, lui, auteur de 24 points, a pourtant longtemps maintenu les espoirs de la Rocca Team. Une défaite au goût amer pour les hommes de Vassilis Spanoulis qui vont devoir se remobiliser à 3 jours de recevoir le Fenerbahçe en Euroleague. Monaco-Fenerbahçe ce jeudi 19h, salle Gaston Médecin.
En F1, vous avez suivi peut-être le premier Grand Prix de la saison en Australie. Lando Norris avec McLaren s'est imposé dans des conditions compliquées, sous la pluie. Verstappen dans l'écurie Red Bull 2e et Russell avec Mercedes complète le podium. Charles Leclerc termine 8e et Hamilton 10e. Pour décortiquer avec moi ce premier Grand Prix, nous sommes avec le spécialiste auto du journal L'Équipe, Eric Bilderman. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a attendu, mais ça y est, c'est enfin parti pour cette nouvelle saison de F1. Votre réaction suite à ce premier week-end et à ces résultats? La première réaction, c'est que les McLaren sont très fortes. À la régulière, si Piastri n'avait pas commis d'erreur, elle pouvait faire 1 et 2. Et que sur le papier, aujourd'hui, le seul pilote qui peut faire le match avec les deux McLaren, c'est Max Verstappen. On voit bien que la Red Bull est inférieure en performance à la McLaren, mais une chose est sûre, sa qualité de pilotage et puis la manière dont il est capable de rentrer quelque part dans le cerveau des autres pilotes de par sa puissance mentale fait que jusqu'au bout, ça sera un adversaire très très compliqué pour les deux voitures papaye. Ça va être un grain de sable dans la suprématie McLaren ou c'est encore un peu trop tôt pour le dire? Il faut qu'on reste prudent. Pourquoi? Parce que ce Grand Prix s'est déroulé dans des conditions météo dantesques. À la régulière, on peut supposer que les deux McLaren auraient pris 15, 20, 30 secondes d'avance sur la Red Bull. Les Ferrari n'auraient pas été peut-être aussi loin du fait d'erreurs de stratégie. Donc tout ça reste un grand brouillon. Il va falloir attendre la Chine, il va falloir attendre les premiers Grands Prix au Moyen-Orient pour véritablement considérer que l'ordre est établi. On se donne rendez-vous dans les 3, 4, 5 Grands Prix. Oui, la Chine ce dimanche. Comment vous voyez cette saison? Elle va être intéressante, elle va être passionnante? Cette saison va être passionnante parce que c'est la dernière de l'ère actuelle du règlement. Donc on a des voitures qui sont fiabilisées, on a des voitures qui sont optimisées et globalement la plupart des écuries ont rattrapé Red Bull, voire ont dépassé, comme McLaren, a dépassé technologiquement la Red Bull. Alors il y a encore quelques interrogations sur la validité, la légalité de l'aileron arrière qui serait flexible et qui ferait quelque part une forme de DRS dans des zones où c'est interdit. Donc en Espagne, la Fédération internationale pourrait revenir sur ce point de règlement, mais sur le papier, les Mercedes, les Ferrari, les Red Bull, les McLaren sont prêtes à gagner des Grands Prix. Donc on a 8 pilotes sur le papier qui peuvent cette année remporter des Grands Prix. Ça ressemble à la fin de la saison dernière puisque ça s'est terminé exactement comme ça, avec une bataille acharnée entre ces 4 écuries. Alors on attendait impatiemment de voir ce que ça allait donner, Hamilton en rouge, et finalement que ce soit Charles Leclerc 8e ou Hamilton 10e, ça a été un peu décevant là pour Ferrari ce week-end. Ouais, ça a été décevant. Il y a des circonstances atténuantes. La première, c'est que c'est une nouvelle voiture. Contrairement à d'autres écuries, ils ont repensé complètement le concept de la Ferrari 2025. Donc, il faut que cette voiture soit mise au point. Il faut que les pilotes arrivent à la décrypter, à la décoder et à transmettre ça aux ingénieurs. Et puis, il va falloir aussi à Hamilton de comprendre ce que c'est que travailler avec Ferrari. On a vu qu'il y avait des incompréhensions avec sa murette lorsqu'il échangeait pendant la course. Il a pris des habitudes pendant une dizaine d'années avec son ingénieur. Et là, il faut tout réapprendre. Donc, on ne va pas commencer à trop s'inquiéter. Et puis, il y a eu autre chose. C'est qu'à un moment donné, à un tour près, si les Ferrari rentrent plus tôt pour changer de pneumatique, elles sont en tête du Grand Prix. Elles rentrent un tour plus tard. Et là, elles se font, entre ces deux tours, entre ce tour, elles se font dépasser par la plupart des écuries qui jouent le top 10. Et au lieu de finir 1, 2 ou 2, 3 ou 3, 4, elles finissent 8 et 10 ou 9 et 10. Je ne sais même plus, je crois qu'elles finissent 9 et 10. 8 et 10. 8 et 10. Avec 5 rookies cette saison, ce qui est assez exceptionnel, mais qui n'ont pas particulièrement brillé, à part Antonelli chez Mercedes qui finit 4e. Sinon, les rookies, c'était pas foufou ce week-end. C'était un Grand Prix piégeux. Donc, quand on est un jeune pilote de Formule 1, non seulement on a le stress, mais au-delà du stress, il faut maîtriser ces F1 sur ces pistes détrempées. Ce qui est vraiment regrettable, c'est Isaac Hadjar, le jeune Français qui, lui, dès le tour de formation, avant de prendre le départ, sur le tour de formation, il a commis une erreur.
il était psychologiquement détruit. On a vu Anthony Hamilton, le père du pilote britannique, qui est allé le consoler. On a vu le patron de la Formule 1 qui est également allé le consoler. Donc on va attendre effectivement Isaac Hadjar sur ce deuxième Grand Prix et puis l'ensemble des autres pilotes avec des conditions météo qu'on espère pour eux beaucoup plus simples à gérer. Pour finir, vous venez de sortir là avec l'équipe hors série sur le Grand Prix de Monaco. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver ? Oui, alors sur ce numéro spécial, on célèbre 75 ans de Formule 1. Le Grand Prix de Monaco a été le deuxième disputé lors de la première saison en 1950. Donc c'était l'occasion de revisiter l'histoire de ce Grand Prix qui est une histoire extraordinaire. Et quel meilleur témoin que Michel Bohéry, le président de l'Automobile Club, pour nous conter des anecdotes et son ressenti personnel sur ces 75 années vécues soit assez loin lorsqu'il était jeune, il était à l'école à la Seine-sur-Mer, il était très loin de Monaco, mais il avait quand même des émotions par rapport à ce qui pouvait se passer sur la principauté. Puis ensuite, 53 ans à la tête de l'Automobile Club de Monaco. Donc forcément, je pense que c'était le meilleur témoin que l'on puisse trouver. Donc c'est l'essentiel, je dirais, de ce numéro. Mais au-delà de ça, on a une interview de Charles Leclerc, on a une interview de Rosberg, on a plein de choses. Et il y a 16 pages sur Monaco, donc précipitez-vous dans les kiosques, amis monégasques. Voilà la réaction d'Eric Bilderman suite à ce premier Grand Prix 2025. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. L'association Sœurs de route a organisé récemment à l'amphithéâtre Luc Lapace une conférence sur le thème de la sclérose en plaques. Spécialistes et patients se sont relégués dans le but de vulgariser cette pathologie encore trop peu connue. Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. À l'initiative de Juliette Rappert et Sarah Garsali, cette dernière étant atteinte de cette pathologie, la sclérose en plaques a été le sujet d'un symposium au CHPG. Cette maladie qui touche 130 000 personnes en France et près de 3 millions de personnes dans le monde est trop souvent mal conçue et mal interprétée dans l'imaginaire populaire. On a prévu cette conférence parce qu'on avait envie de mettre en lumière la sclérose en plaques, qui est une maladie dont tout le monde connaît le nom mais ne sait jamais vraiment ce que c'est. Moi, la première quand j'ai été diagnostiquée. Et en fait, on a eu envie de faire ça parce que pour notre participation au rallye Aïcha des Gazelles, on a décidé de représenter la Fondation France Sclérose en plaques. Et en parlant avec le personnel du CHPG, on s'est dit pourquoi pas une conférence sur cette maladie. Expliquer aux personnes ce que les malades subissent, c'est tout l'objectif de cette conférence. En collaboration avec le CHPG, le neurologue Adrien Delourme et la kinésithérapeute Céline Ramage-Ramani étaient présentes pour expliquer au public les différentes formes de la maladie et comment accompagner les patients atteints de cette pathologie. La sclérose en plaques, il s'agit de la première pathologie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Elle fait partie des premières pathologies qui est source de handicap pour les adultes jeunes. Et c'est une des maladies les plus prévalentes en neurologie en Europe, qui maintenant bénéficie en plus de traitements efficaces. Donc c'est très bien aujourd'hui qu'on puisse communiquer autour et puis ouvrir un petit peu certains sujets sur cette pathologie, surtout sur sa prise en charge. Quel est le plus grand défi justement par rapport à cette maladie selon vous ? De maintenir, d'entretenir les acquis et d'éviter au maximum l'apparition de nouveaux symptômes et de faire en sorte de repousser le plus longtemps possible l'aide technique, donc la canne, le fauteuil roulant, et de faire en sorte qu'ils puissent avoir une vie totalement normale le plus longtemps possible. La conférence s'est terminée par une série de questions-réponses et de témoignages touchants de personnes atteintes de cette pathologie qui ont tenu à raconter leur combat du quotidien. Au-delà de cette conférence, ne l'oublions pas, Sarah Garsali et Juliette Rappert de l'association Sœurs de route ont pour projet de participer au rallye Aïcha des Gazelles du 11 au 26 avril prochain. Tous les dons perçus, en plus de leur budget pour le rallye, seront reversés à l'association France Sclérose en plaques. Le Printemps des Arts se poursuit. Ce festival alterne les grandes œuvres classiques, modernes et la création contemporaine. Ce dimanche, Beethoven et Schoenberg étaient au programme d'un concert aux bougies donné au théâtre Princesse Grace avec le quatuor Aquilone, l'artiste Cindy Mohamed et le violoncelliste Henri de Marquette. Reportage de José Sacré et Marie-Ève Béé. Quand
Concert aux bougies, dimanche 16 mars au Théâtre Princesse Grace avec le Quatuor Aquilone, dans le Quatuor à cordes numéro 16 en fa majeur de Beethoven. De renommée internationale, le Quatuor Aquilone, ancré dans son temps, tourné vers la création, est dédicataire de plusieurs œuvres. Musicalement engagées, ces 4 musiciennes ont toujours éprouvé le besoin de partager la musique avec tous les publics, notamment ceux éloignés des salles de concert, comme les enfants, les réfugiés, les détenus, les personnes en situation de handicap ou de précarité. Pour la deuxième œuvre au programme, La Nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg, le Quatuor Aquilone a été rejoint par l'altiste Cindy Mohamed et le violoncelliste Henri de Marquette. Il y a les grands maîtres de la modernité, comme les Schoenberg. Et ça, c'est très important parce que ce sont des gens qui ont été des révolutionnaires dans l'âme, qui ont cassé des codes. Et ça, c'est toujours très émouvant parce qu'on sait qu'il y a un moment où, après ça, c'était pas pareil. Alors là, on se dit, tiens, il y a un jour, il y a eu ça, et puis le lendemain, le monde avait changé. Le monde de l'art, en tout cas le monde de la musique, c'est pas tout le monde, mais ça suit l'évolution de l'humanité, et c'est ça qui est très impressionnant. Alors Schoenberg en fait partie, et je dois dire que ici, au Printemps des Arts, on écoute énormément d'œuvres qui sont modernistes, qui sont modernes dans l'âme, qui sont révolutionnaires, qui apportent quelque chose, qui bousculent des idées reçues. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie énormément de venir ici au Printemps des Arts. Parmi les nombreux rendez-vous du Printemps des Arts, le jeudi 20 mars, toujours au Théâtre Princesse Grace, un concert de Vincent Le Texier. Il donnera un récital de Debussy et Ravel. Passons à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Christine Lapetit va vous présenter aujourd'hui un célèbre livreur qui a rendu bien des services pendant la crise sanitaire. Je parlais de Itin. Oui, je vous propose aujourd'hui que l'on se retrouve avenue Hector Otto pour parler d'une petite entreprise qui a tout d'une grande. Vous avez probablement un jour fait appel à elle pour commander vos menus préférés. Voici comment est né Itin. Itin, c'est un projet qui est né, qui a ouvert en 2019, mais qui est né fin 2017. J'avais la volonté d'ouvrir en fait un petit restaurant à moi de burgers, et je me suis dit que ça marcherait vachement bien en livraison. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de solution de livraison à Monaco pour, on va dire, des menus qui sont un peu plus abordables que l'image qu'on a de Monaco, toujours du luxe. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, en fait, si vous voulez, à l'application qu'on connaît aujourd'hui, qui a subi évidemment plein de modifications depuis, et c'est comme ça qu'est né le projet. Alors ça fonctionne comment exactement? Alors Itin, en fait, c'est une application que vous pouvez télécharger sur l'App Store ou le Google Play Store, où vous retrouvez plein de menus de restaurants qui sont partenaires avec Itin. Et vous avez la possibilité de commander, comme beaucoup d'applications qu'on connaît dans le monde, pas forcément à Monaco, mais dans le monde, où on choisit ses articles, ses produits, et on paye directement sur l'application, et ensuite on est livré dans les 45 minutes, 1 heure, on va dire. Alors, vous étiez fan des burgers, aujourd'hui vous ne livrez pas que des burgers. Qu'est-ce qui marche le plus? Dans la vente à emporter, ce qui marche le plus, c'est toujours les burgers et les pizzas. Le sushi un petit peu aussi, mais on a vraiment de la demande pour tout à Monaco. Surtout, on a vraiment du menu simple, on va dire fast food, jusqu'à des options qui sont un peu plus fine dining. Combien d'employés aujourd'hui? Alors si vous voulez, ça dépend, parce qu'on a beaucoup de livreurs qui sont là pendant qu'ils étudient, on a des gens qui viennent avant la retraite pour accumuler un petit peu. Donc on va dire que tous les mois, ça tourne autour de 35-40 personnes ici chez Itin. Vous pouvez faire appel à Itin tous les jours de 9h30 à 22h pour vos petits déjeuners, ou même dîner. Surtout, n'hésitez pas à les retrouver sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Itin se trouve également sur Instagram. En bref, la deuxième édition du Forum des universités étrangères se tiendra ce mercredi de 9h à 18h à l'Auditorium Régnier 3. Cet événement réunit des représentants d'universités internationales. Les étudiants et les futurs diplômés pourront entre autres explorer un large éventail d'options académiques, découvrir une multitude d'universités et de formations et comparer directement les cursus. Ce rendez-vous est organisé par l'Association des parents d'élèves de Monaco.
Les photos du jour, nous en avons parlé en début de journal. Il y a 5 ans, Monaco se confinait suite à la crise sanitaire qui a bouleversé le monde en 2020. Ce sont des clichés pris à l'époque par les photographes de la rédaction. Et juste après, vous retrouverez la météo d'Alban Gingembre. Ce journal est terminé. Demain, Patricia Navarro sera à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Le beau temps ne s'installe pas encore pour une durée indéterminée en principauté, mais en tout cas il est là pour quelques jours, alors profitons-en. Demain, des éclaircies vont égayer le ciel monégasque malgré quelques nuages passagers. Attention en revanche au vent, de fortes rafales sont attendues pouvant atteindre les 60 km/h. Le thermomètre lui affichera 10 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Ce mardi 18 mars, nous fêterons les Cyrils. Et l'info du jour, la semaine internationale de la courtoisie au volant commence demain. À Monaco, vous le savez, le trafic est parfois dense avec plus de 100 000 voitures qui entrent et sortent de la principauté par jour. Cette semaine, on peut donc mettre un point d'honneur à lutter contre les incivilités sur la route. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.